une révolte qui s'exprime. Je donnais l'exemple de la formation des premières bases rouges du Jiangxi par Mao Tse-tung. Donc on est en 1928 en fait, à cette époque-là. Quelques années un peu plus tard, mais ailleurs, plus proche de nous, à Berlin. Ce qui s'est passé. Alors, on peut toujours à l'infini polémiquer sur plusieurs choses. Il est évident que la dangerosité du nazisme n'a pas été perçue immédiatement. Et par personne. À tout hasard, on évoquera là la personnalité Trotsky qui a peut-être senti mieux les choses que d'autres, mais ça c'est un autre aspect des choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il pouvait toujours dire il faut l'unité, ceci, cela, le Front unique. Il y avait, dans la fraction révoltée de la population allemande, une hostilité viscérale, donc celle qui était influencée par le Parti communiste largement stalinisé, contre la social-démocratie allemande. On dit souvent le mythe du coup de poignard dans le dos repris par Hindenburg. C'est pas Hindenburg le premier qui a utilisé ce mot, c'est Ebert, le leader de la social-démocratie, qui a accueilli l'écraseur des Spartakistes, voilà. Le social-démocrate Ebert, bien sûr. Et qui a accueilli l'armée allemande. Il voulait une haine féroce aux Spartakistes, et a dit vous n'avez pas été vaincus, vous avez été poignardé dans le dos. Alors, Ebert est grand. Il aurait presque mérité qu'on lui fasse un uniforme. Mais plus grave encore. Donc il n'y a pas d'unité possible. Ce sont des ennemis. Les staliniens développent cette rhétorique. Ils ne comprennent pas la menace nazie. Les démocraties les comprendra beaucoup plus tardivement. En 1933, il y a toujours des alliances de fait qui se font entre le Parti communiste allemand et le KPD et le parti nazi, notamment pour la conquête de la Prusse, qui est le plus gros État du Reich. Mais c'est là encore un aspect de propagande qui va se dérouler. Les milices du parti, communiste, ça s'appelait le Front Rouge. C'est une milice armée. C'est une milice qui était bien encadrée à une certaine époque par des spécialistes, des officiers, soit de renseignement, soit des militaires, venant de la patrie des prolétaires, venant de Russie. Ils écoutent toute une propagande redondante, du style le 15e plénum du comité central a décidé a découvert qu'il y avait une crise globale de la bourgeoisie. Au bout d'un certain temps, en 31, 32, 33 surtout, c'est des pans entiers du Parti communiste qui passent, et qui passent à cause de la propagande des staliniens cette fois, dans le camp nazi. Ils ont juste le temps d'enlever la croix et la faucille de leur drapeau, et ils peuvent défiler et la remplacer. Et une fois même pas. Et ça, c'est parce qu'à un moment donné, un certain type de comportement politique, dans les situations de crise, ne porte pas un sentiment de révolte. C'est pas indifférent. On va pas parler de situation politique ici en France, mais on voit bien pourquoi un certain populisme prend de l'ascendant, effectivement, dans les milieux ouvriers, les milieux menacés par le chômage. C'est pour une double raison. La première, c'est que ils disent voilà, il faut défendre la sécu, il faut protéger le travail. Bon, alors après que ce soit sincère, je laisse libre à chacun d'en penser ce qu'il veut, mais c'est ce qu'ils disent. Et ils disent mais regardez, on n'arrête pas de vous prendre pour des imbéciles. On se moque de vous matin, midi et soir. Et le pire du pire, une phrase peut-être est-elle apocryphe, mais descendant, elle est probable. Et donc, c'est des choses qui marchent. Et là, c'est plus politique que syndical, mais il faut penser aussi que les syndicats se fixent sur un principe, réaffirmé à la Libération, et bientôt balayé. C'est l'indépendance par rapport à toute
par rapport à l'État, par rapport au patronat, par rapport aux sectes, Aux religions. aux religions, ça va sans dire, par rapport aux sectes. Alors les sectes, justement, désignés par la charte d'Amiens, le nom a été prononcé. À mon idée, ils en désignent deux. On sait à quoi dans la charte d'Amiens, c'est par mot. Mais justement, il va le dire, là. Oui. Dans la charte d'Amiens, quand on parle de secte, souvent des interprétations sont faites, on dit oui, les sectes, c'est éventuellement les blanquistes, puis c'est les anarchistes. Il n'y a pas de secte anarchiste et il n'y a pas de secte blanquiste à l'époque. Par contre, les ouvriers parisiens détestaient viscéralement la franc-maçonnerie et détestaient viscéralement le Parti ouvrier français, le POF de Jules Guesde, pour des tas de raisons. C'était le petit frère du SPD, dont j'avais parlé, le petit frère de Bernstein, Les guédistes. les guédistes, des gens insupportables, dogmatiques, qui expliquaient que le marxisme c'était une science qui allait leur donner le pouvoir. Ouais, peu importe. Et si je reviens à ça, et ça désignait donc la franc-maçonnerie pour ne pas la nommer, mais aussi les positivistes qui étaient nombreux dans le mouvement ouvrier et qui étaient favorables à l'indépendance quand même du syndicat. Je pense à Keufer, le type de la pluie, enfin du livre. Syndicat. Ah, c'est bon. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Auguste Comte est un penseur social, personnage fantasque, mathématicien, c'est un polytechnicien, mais il n'a jamais eu de carrière officielle. Le pauvre gars, il était, on peut le dire vulgairement, il était tricard partout. Hein. Il était pas. Bon, il a eu par contre des disciples fanatiques, d'origines très diverses, de sensibilités très diverses. On a nommé un syndicaliste Keufer, on peut nommer Littré, on peut en nommer d'autres. Les positivistes étaient aussi bien désignés par cette phrase de la charte d'Amiens, parce que eux étaient particulièrement hostiles à l'inféodation aux partis politiques et à l'État. Mais ils avaient une conception qui se résume dans une devise, qui est celle qu'on trouve sur un drapeau d'un certain pays, et pour aller chercher, c'est ordre et progrès. Et le pays qui pratique l'ordre et le progrès, c'est le Brésil. Oui, c'est le Brésil, oui, tout à fait. Donc ce sont des choses qui sont très compliquées. Mais cette absence de révolte, d'indépendance, c'est une réalité. Et d'une certaine manière, on n'est pas sûr d'avoir des solutions politiques, où chacun peut surmonter ça selon sa conscience. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le syndicalisme indépendant, je dirais, c'est la seule barrière que l'on a à l'heure actuelle contre l'oppression qui se développe. L'ensemble des lois, je ne suis pas revenu dans le concret parce que en histoire, donc c'est un peu le passé, puis c'est bon d'en parler parce que d'une certaine manière, la chaîne des temps ne doit pas être rompue. On est solidaire de ses compagnons de travail, mais on est solidaire des générations dans lesquelles on s'inscrit. On est, enfin, c'est un baratin sociologique, mais voilà, c'est ça. On n'est pas l'homme individuel, l'homme droit de l'homiste, qui est arrivé sur Terre à l'âge de 20 ans, puis qui fait ses choix comme il veut. On est dans des systèmes de choix contraints. Et la seule défense que l'on a réelle, c'est celle de la solidarité. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais après, est-ce qu'il y a des débouchés politiques? Ça, moi, je ne sais pas. Quelques précisions qui me semblent importantes. Et effectivement, la question qui me semble fondamentale, c'est la révolte par rapport, le refus de la résignation et la révolte par rapport à l'ordre des choses. La première acte fondateur de l'action syndicale, c'est non. C'est simplement non. C'est-à-dire qu'on refuse la condition qui nous est faite. C'est avoir l'ambition de penser par nous-mêmes. C'est-à-dire pas, je veux dire, on va arriver, il y a 150 ans, il y a une formule qui a été adoptée, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et j'essayais de retrouver la citation de Rosa Luxembourg, j'ai la citation complexe, hein, complexe. Mais surtout, il y avait un autre exemple
qui était tiré de Benjamin Péret, qui est poète surréaliste, mais qui a payé de sa personne, qui s'est engagé dans les milices, qui était marxiste, mais qui s'est engagé dans, qui était un militant trotskiste des années 30, et Benjamin Péret s'est engagé dans les milices anarchistes de la CNT. Il citait l'exemple de la commune de Palmarès, Quilombo de Palmarès. Et c'était la communauté qui a résisté pendant un siècle et demi, c'était la communauté des nègres marrons. Les nègres marrons de Quilombo qui ont refusé l'esclavagisme des Portugais. Et véritablement, et il citait ceci. Cette phrase, je la trouve assez intéressante. De tous les sentiments qui s'agitent dans le cœur de l'homme, le désir de liberté est certainement l'un des plus impérieux. La liberté constitue pour l'esprit comme pour le cœur l'oxygène sans lequel il ne peut survivre. Si l'être physique ne peut vivre sans air, l'être sensible ne peut que s'étioler et dégénérer sans liberté. C'est-à-dire que la situation qui nous est faite, que ce soit l'esclavage pour les nègres marrons ou le salariat pour les salariés aujourd'hui, c'est de dire que et c'est pour ça qu'il faut être attaché à la liberté de comportement. Quand j'interpelle en comité d'entreprise mon directeur général en lui disant non, vous me parlez de NAO, quand je veux avoir 20 heures de mandat pour les suppléants, les élus suppléants du comité d'entreprise, c'est pas un thème de la NAO, la négociation obligatoire. Nous, on veut négocier sur les bases que nous amènerons nous-mêmes. C'est-à-dire sur la liberté de négociation et de libre désignation des délégués syndicaux. C'est pour ça qu'on est opposé à la loi du 20 août 2008, la loi scélérate, parce que c'est une loi effectivement scélérate, qui nous inscrit toujours dans le cadre contraint voulu par l'ennemi. Et ça, on n'en veut pas. Et on franchit pas, et on passe pas à autre chose. À un moment donné, ce qui fait que les choses avancent, c'est de tenir des positions. Aujourd'hui, avant socialisme révolutionnaire, c'était un pléonasme. Aujourd'hui, c'est devenu un paradoxe. On en est là. On en est là. Mais donc, à un moment, pourquoi ? Parce que il y a une déliquescence qui effectivement fait penser. J'écoutais ce matin France Inter à 6h j'allais au travail. Et il y a un universitaire qui s'appelle Philippe Corcuff qui vient de sortir un bouquin. Philippe Corcuff est plus connu, il est de ceux qui a créé le MPA avec Besancenot. Philippe Corcuff vient de sortir un bouquin, c'est sur les années 30. C'est sur les années 30, un travail universitaire, un truc comme ça, où il explique les concordances auxquelles nous assistons aujourd'hui, justement, sur ce qu'a développé Daniel, à savoir, c'est la théorie de René Girard, l'anthropologue, sur la théorie du bouc émissaire. C'est-à-dire qu'il faut toujours retrouver plus faible que soi. La théorie du bouc émissaire. Aujourd'hui, l'antisémitisme n'est plus ce qu'il était, donc ce sera plutôt la xénophobie. Ça reviendra très vite sur le terrain des femmes. Les femmes retourneront au foyer. Et le pauvre, qui est nécessairement... Alors le pauvre, il faut qu'il sans cesse, comme dirait le sociologue Robert Cassel, qui donne des actes de moralité, parce que le pauvre est pas loin du délinquant. Hein. Voilà. Et puis l'handicapé, il est tordu, donc il est presque délinquant. Véritablement, je crois que c'est vraiment dire non et se dire que nous ne sommes pas... C'est-à-dire, c'est aussi avoir conscience qu'il y a des îlots de résistance. Voilà, c'est simplement dire... Et il y a un mot, et ça doit nécessairement passer par des expériences individuelles. On ne naît pas syndicaliste, on le devient. Et ça passe par... Je crois que c'est Albert Camus qui disait « Je pense, donc nous sommes ». C'est parce qu'on ressent une situation dans l'ici et maintenant qu'on peut collectivement avoir la capacité de se révolter. Et il y a un mot qu'a employé Daniel qui est très important, c'est le mot de solidarité. Mais là, de solidarité en acte. Là, c'est pas le mot qu'on galvaude. C'est-à-dire très concrètement...
bras dessous, camarade, comment on fait pour qu'un copain ne soit pas interpellé dans une manifestation? Comment on fait pour que quand quelqu'un de ta section syndicale a perdu un travail, on passe pas à autre chose? Je viens d'apprendre pour Sarah, avant qu'on commence, Sarah Giraud. Oui, j'avais trouvé. Bon, voilà, c'est tout ça. C'est-à-dire que quand on est témoin de quelque chose de... c'est-à-dire l'ouvrier, il passe pas à autre chose. C'est-à-dire, on ne nous fait pas passer des vessies pour des lanternes. Quand on est témoin d'une saloperie, on le dit. Quand il y a un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il faut le combattre. Quand il y a une sanction disciplinaire qui est injustement prononcée, il faut la combattre, il faut la détruire, il faut faire en sorte de l'abroger, de l'éteindre le plus tôt possible, voire immédiatement, en fonction du rapport de force que tu peux susciter. Aujourd'hui, on n'est pas hors du temps et de l'espace. Les collègues d'Espoir 35 étaient en grève, rassemblés devant le Conseil général, devant la préfecture, parce qu'on leur assure que les 18 jours de congé trimestriel, ils s'occupent de malades psychiques. Bon, et j'ai cité en réunion d'équipe ce matin ce que disait le pasteur Niemöller, que tu connais, que tu connais, hein, Daniel. C'est un ancien officier de marine de la Grande Guerre qui a eu des positions pacifistes. Et pacifiste, c'est de tenir des positions aussi. Ah oui, puis non, c'est pas rien. Pasteur Niemöller, d'abord ils ont arrêté les juifs et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Ensuite, ils ont arrêté les communistes et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. Ensuite, ils ont arrêté les syndicalistes et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Ensuite, ils m'ont arrêté et il ne restait plus personne pour dire quoi que ce soit. Ouais, mais ça, moi, je vais parler un peu de nous, là, parce que, en fait, nous, on est des métallos, Eric et moi, et vous êtes du secteur social, et on travaille dans une boîte, une entreprise adaptée pour travailleurs handicapés. Et en fait, en ce moment, chez nous, la situation dépend de l'âge année, parce qu'on travaille à Bretagne à Combien, c'est l'entreprise, une des plus grandes EA de France. Et en fait, comme ils ne veulent pas faire de plan social, ça ferait des ordres, j'imagine, par rapport aux politiques locales qui les subventionnent, conseil général, conseil régional et tout ça. Donc en fait, ils ont fait le choix de mettre 40 personnes en ESAT. Pour dire hors champ du code du travail. Ils sont en train de nous sortir du code du travail pour légitimer en fait. Vous rentrez dans l'indigence. Ouais, voilà, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, comment on veut les handicapés, tout ça. Et en fait, nous, il va falloir qu'on se batte pour. Mais c'est très difficile, hein, parce que c'est un secteur CFDTiste de la fin du ballon. Ils sont alors. On a réussi quand même à s'implanter là-dedans. Il n'empêche que. Et en fait, là, on va falloir qu'on se batte pour sauvegarder notre statut de travailleur handicapé dans le code du travail, donc en EA, qui est milieu ordinaire maintenant, qui dépend de la métallurgie. Et là, ils essayent de nous évacuer, en fait, de régler leurs problèmes de trésorerie. Ils essayent de sauver leur peau de cadre. Et au lieu de faire des licenciements économiques, il faut passer les gens au lieu de faire des licenciements économiques. Sous terme d'incompétence, il faut glisser il n'y a pas de licenciement sur le économique, handicap. il y a des transferts de l'EA à l'ESAT, parce qu'il y a un ESAT au sein de l'EA. On t'exclut carrément du champ d'application du code du travail. C'est des réajustements budgétaires sur notre dos. En fait. Mais ce que tu ne dis pas, Claude, c'est que, et ça c'est le clin d'œil de l'histoire, il y a quand même, pour régenter tout ça, il y a quand même des clubs cristal. Des clubs cristal. C'est du management participatif. Du management participatif. Je veux dire, voilà. C'est d'une violence. L'imagerie, c'est on est tous dans le même bateau, donc chacun doit apporter. Mais certes, c'est les clubs de qualité volontaire. Chez nous, ils emploient le terme de pyramide inversée. Ouais, c'est ça, carrément. En fait, c'est les cadres qui nous soutiennent à bout de bras. Ah ouais. Bien sûr, tu peux pas. En fait, il n'y a pas de patron. Pire judéo-chrétien que ça. Mais c'est vrai que Claude nous tend une perche, la Régis. C'est de notre police. Si on se réunit l'Intersdas, c'est un mandat de congrès. On a dit qu'on avait un mandat du congrès fédéral pour intervenir, et on invitera Claude et Eric on doit intervenir sur les ESAT. On l'a dit, le dernier congrès, on s'était engagé à ça. Il faut qu'on le fasse en Intersdas, parce que c'est des zones de non-droit. C'est-à-dire, et on sait que, bon, à terme, en 2017, ils vont rayer la Janelle Lacarte. Ça va faire
ça va faire GAD et Doux puissance 2. Hein, car c'est ce que dit Pellerin. Pellerin, c'est le responsable, le conseiller industrie directement de Matignon, qui a rencontré Force ouvrière en bilatéral. Donc ça va cogner. Hein. Ce que je voulais vous demander à vous, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, ils sortent des gens de l'ESAT chez nous. En fait, l'ESAT et le A, tout ça, il n'y a pas un lieu spécifique. Il y a une zone ESAT, mais c'est pas franchement marqué ESAT. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on... En fait, ils déplacent maintenant des gens de l'ESAT pour les faire travailler en EA. Donc moi, j'ai contesté ça. J'ai demandé est-ce qu'ils avaient fait une demande auprès de l'ARS ou auprès de la FDA, oui. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on tienne une conférence de presse filmée. Moi, j'appelle ça pas. On parlait tout à l'heure de notre boîte, c'est la CFDT. Hein, oui, c'est la CFDT. Hein, c'est un fief CFDTiste. Quoi. Déjà qu'on soit c'est là-dedans, on est des intrus. C'est un terroriste. Alors, pour répondre en partie à ce que tu viens de dire, je suis l'équivalent de Jacques dans le 56, hein, si tu as compris ça, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a pas 6 mois de ça, on annonçait que tout ce qui était travail protégé, ESAT ou EA, allait passer sous le giron des conseils généraux. C'est dans l'acte 3 de la décentralisation actuelle, normalement, les conseils généraux héritaient du travail protégé au sens large. Et par contre, tout ce qui était maison d'accueil spécialisée avec des parties médicalisées revenait dans le giron de l'État sous le biais de l'ARS. En gros, le deal entre l'association des présidents de conseils généraux et l'État était là. On reprend le travail protégé et on vous laisse la partie médicalisée de l'accueil des vieillissants parce qu'il y a du médical et que ça nous coûte cher. C'était ça. Et les conseils généraux, accroche-toi bien, hein, pensaient, parce que j'en ai rencontré 2 ou 3, qu'ils allaient trouver une manne financière dans le travail des handicapés. Ils allaient trouver une manne financière parce que nos associations étaient sûrement pleines de pognon. La réalité a été un peu différente. C'est qu'honnêtement, dans le secteur des ateliers protégés, hein, qu'on appelle maintenant entreprises adaptées. Oui, mais pour qu'on se comprenne, je reprends des vieux termes. Hein, en fait, tu en as très peu qui sont bénéficiaires. Il y en a quelques-uns qui ont un peu de trésorerie, mais aucun qui est vraiment une caisse noire, comme on imagine. Attends, je finis. Et donc, ça a été retardé. Pourquoi? Parce que, comme il y a une recherche d'économie à outrance pour les 50 milliards, les conseils généraux ont dit ça suffit, vous allez nous supprimer 3,5 milliards là dans l'investissement, vous allez nous supprimer ça, et en plus vous voulez nous faire avaler la pilule en nous donnant un secteur soi-disant industriel, économique, handicapé, qui en fait va nous coûter du pognon aussi. Donc tout s'est arrêté. Mais c'est dans l'air du temps que la différence que tu fais, à juste titre, hein, je te soutiens tout à fait, entre l'entreprise adaptée et les AT, quoi qu'en tant qu'éducateur, je te dirais souvent, je me demande pourquoi des gens sont ESAT et d'autres EA parce qu'ils font le même boulot. Donc je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas au code du travail. Hein, point barre. Voilà, moi je mettrai tout le monde au code du travail. C'est bien ce qu'on a décidé au congrès de notre congrès fédéral le dernier. Et donc voilà, supprimons cette notion des AT qui énerve tout le monde. Mais il n'empêche que à condition, je dis bien alors, avec une seule condition, c'est que les gens les moins productifs pour cause de handicap aient la protection de ne pas être licenciés pour cause de productivité. C'est la seule chose qu'on pourrait conserver. Mais après tout le reste, non mais attends, après tout le reste, il faut quand même que ça revienne dans le code du travail. Mais il faut que tu saches quand même qu'à l'ère de nos grands emballés là, et dans l'ère de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, politiquement, il voudrait que le travail protégé revienne dans le conseil général et dans l'aide sociale départementale. Pour s'en débarrasser de l'État, tu vois, comme quoi ce que je disais tout à l'heure de l'histoire de la Sécu vient percuter là. C'est-à-dire qu'on est bien là, l'État va se débarrasser sur le département de l'aide sociale. Pour des raisons européennes, etc. Mais surtout que ça reste de l'aide sociale. Un exemple, et pas que ce soit de la responsabilité du paritarisme. Oui, attends, Claude, je pense qu'il faut conclure. D'abord pour remercier Daniel de son intervention. Oui, parce qu'il y a un écrit, et Daniel n'a fait que la moitié, et on peut tenir jusqu'au bout de la nuit. Je pense que un des prochains thèmes, ce sera, parce que il faut qu'on fasse, il faut véritablement, et j'en termine, qu'on se réunisse en intersdas
pour discuter, pour initier une réunion ou une conférence sur les ESAT, où on invitera nos copains de Bretagne Atelier, quitte à ce que la fin, Régis, quitte à ce qu'à la fin, on fasse une conférence de presse pour justement dénoncer publiquement ce qui se passe par voie médiatique, par Ouest France, au risque d'être attaqué en diffamation. Non, mais il faudra bien peser le truc si on prend nos responsabilités. Ne rien dire nulle part. Hein. Comment Même au CE, on nous dit de. Non, mais c'est la fausse secret, le secret partagé, la confidentialité. Oh, excuse-moi, je dis que l'ARS actuellement, M. Gautron, de Bretagne, c'est pas l'ARS les plus percutants. Il y en a dans d'autres régions qui sont bien plus méchants que ça. Et qui vont beaucoup plus vite, oui. Et qui vont beaucoup plus vite. Donc on a la chance en Bretagne d'avoir. Mais il est là que pour 6 mois, après il va être viré. Parce que justement, il n'a pas été assez sévère. Il faut le savoir, c'est terrible. On va virer Gautron parce qu'il n'est pas assez sévère. Et Gautron, qu'est-ce qu'il dit? Il dit attendez, moi, s'il n'y a plus de fric dans un atelier protégé, ce qui EA, entreprise adaptée, appuyez-la dans vos associations sur les ESAT, parce que les ESAT, je peux encore financer. C'est très clair, c'est que financier. Là-dedans, le statut d'ouvrier des gens, on s'en fout. C'est faire montrer que les entreprises adaptées vont licencier. C'est arrivé dans le 22, il n'y a pas si longtemps que ça. Des entreprises adaptées qui ont licencié leur personnel. Et bien du coup, encadrant handicapé, parce que quand on me dit moniteur d'atelier, pour moi c'est encadrant. Bon, et bien du coup, pour éviter ça, appuyez-les sur les ESAT, mettez vos ESAT en déficit parce que ça je peux financer. Et ça maintiendra la paix sociale généralisée. Tu vois ce qui est derrière, c'est ça. Régis, on va clore. Voilà. Je vais demander à Claude d'éteindre la caméra, Claude, et on va prendre un pot, le pot de l'amitié, parce que AFO, l'apéro, c'est statutaire. Mais il n'empêche que c'est vrai qu'il faut qu'on... il faut réellement qu'on prenne une date réellement... parce que dans les gros thèmes où il y a de la violence à l'encontre des personnes, c'est l'aide à domicile, les ADMR, et puis les ESAT. Hein. Là-dessus, on sait que c'est les attaques frontales. C'est les sous-prolétariats, les lumpen. Voilà.